Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Au Mali, découverte d'un charnier par les autorités près d'une ancienne base française. Le ministère malien de la Défense a été saisi afin d'ouvrir une enquête. Cinquième round des pourparlers entre Téhéran et Riyad à Bagdad. Objectif, relancer les relations entre les deux pays. Économie, le FMI détaille les perspectives économiques européennes pour 2022. La sécurité énergétique du vieux continent demeure un enjeu de taille pour l'Union européenne. Élection présidentielle française à 24 heures du deuxième tour. Le président sortant Emmanuel Macron toujours en avance face à la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen selon les derniers sondages. Et nous entamons cette édition par l'actualité africaine. Quelques jours à peine après la restitution de la base de Gossi au nord du Mali, la Fama annonce avoir découvert un charnier non loin de la dite base. Le ministère malien de la Défense a d'ailleurs été saisi afin d'ouvrir une enquête. Inan Makassi. Vendredi au soir, l'armée malienne affirme avoir découvert un charnier non loin de la base de Gossi, au nord du Mali. Pour rappel, le camp de Gossi était une base avancée de l'opération Barkhane, restituée à l'armée malienne par les forces françaises le 19 avril dernier. Cela dit, le ministère de la Défense malien a été saisi pour l'ouverture d'une enquête en vue d'établir toute la lumière sur le dit charnier. Avant la confirmation par l'armée malienne de la découverte macabre, l'armée française avait déjà accusé le groupe russe Wagner d'être l'auteur de la fosse commune et a diffusé sur les médias français une vidéo filmée par drone en vue d'appuyer son accusation. Accusation auxquelles la défense russe ne tarde pas à répondre, affirmant que Paris va entraver le pas à la transition malienne engagée dans une lutte antiterroriste, avant d'exprimer le soutien russe à la décision des autorités maliennes d'enquêter soigneusement sur les circonstances du crime. Ce n'est pas la première fois que Wagner est sur le banc des accusés. Au début du mois en cours, l'armée malienne et Wagner ont été accusés d'avoir exécuté près de 300 civils lors d'une opération antiterroriste dans la région de Mopti, plus précisément à Moura. Et pour parler de cette découverte macabre, faut-il le souligner, nous rejoint en direct via visioconférence Monsieur Maman Cissé, journaliste malien. Bonsoir Maman. Bonsoir Alors, 24. Première question, Maman, peut-on parler de hasard que ce charnier soit découvert à proximité de Gossi où se trouvait justement un camp de l'armée française? Oui, hasard peut-être, mais pour ceux qui suivent l'actualité malienne, ça va être très difficile de voir le Mali récupérer cette base avec les militaires français, et ça, en tout cas, ne pas avoir de surprises pareilles. En tout cas, aujourd'hui, c'est le sentiment général partagé ici. On estime que pendant tout ce temps, ces charniers n'a pas été découvert, ces charniers a été découvert, n'eût été la promptitude des forces armées maliennes qui ont vite compris qu'il fallait quand même ce genre de vérification, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu découvrir ces charniers. Maintenant, reste à savoir dans quelles conditions ces charniers ces tirs ont été menés, puisque on ne sait pas si ça date de longtemps ou c'est récent. En tout cas, puisque déjà au niveau de la société civile et même au niveau des forces armées, le dossier est aujourd'hui entre les mains du ministère de la Défense malien. Alors, Maman Cissé, la France a de suite réagi en accusant Wagner, donc la société russe, alors qu'elle n'a même pas été mise en cause par les autorités maliennes. Comment expliquez-vous cet empressement, on va dire, de la France? Et vous l'avez dit, c'est vraiment un empressement qui est bien perçu ici, puisque ici, on s'étonne pas, si on ne s'étonne pas, puisque
On sait bien que la France cherche tous les moyens nécessaires pour porter les chapeaux soit aux forces armées maliennes, soit à ses partenaires. Voilà, donc c'est quand même une citation qui était prévisible, c'est-à-dire on sait bien que la France ne va jamais restituer ce camp dans les conditions optimales. Donc, pas étonnant ici, et je crois que la promptitude par laquelle les militaires maliens ont pu découvrir ce charnier montre en tout cas toute la volonté quand même des autorités maliennes de passer, de tourner la page française dans cette partie du pays. Justement, Maman, le Mali qui apprend à se défendre, on va dire, donc qui cherche quelque part à on va dire, se séparer réellement de la France. Oui, le Mali est en train de le faire puisque les autorités maliennes ont demandé formellement aux autorités françaises de quitter, que leurs soldats quittent le territoire malien et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc les forces armées maliennes ont pris la mesure, en tout cas, de la gravité de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, les succès militaires sur le terrain montrent que les Maliens, ils ont fait le choix de s'affranchir, le choix de s'imposer, le choix de défendre l'ensemble du territoire national. Vous l'avez vu, les succès militaires dans beaucoup d'endroits, notamment l'emblématique zone qu'on appelle Moura. Donc aujourd'hui, oui, l'armée malienne, on peut le dire, est en train d'occuper progressivement le terrain. Très bien, je vous remercie infiniment, Maman Cissé, journaliste malien, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bamako. Et puis, cette affaire de migrants clandestins détenus en Tunisie, l'ambassadeur de l'Algérie à Tunis, Azouz Balal, a apporté des précisions concernant les jeunes Algériens ayant émigré clandestinement et qui sont considérés comme disparus et victimes de disparition forcée. Il s'agit donc de jeunes portés disparus depuis 2008 et leur nombre s'élève, d'après les témoignages et les différents signalement à 39 personnes. Azouz Balal a assuré que les autorités algériennes ne ménageront aucun effort pour tenir les familles des concernés informées de tout développement pouvant survenir dans cette affaire douloureuse. À noter que les autorités tunisiennes ont officiellement et à maintes reprises nié la présence de détenus algériens dans les prisons tunisiennes, non signalés aux autorités algériennes, et ce conformément aux us diplomatiques et les dispositions des traités internationaux régissant les relations consulaires, a indiqué le diplomate. Tunisie, toujours, le pétrolier naufragé samedi dernier au large du sud-est de la Tunisie était vide, écartant tout risque de pollution selon les autorités tunisiennes. Après avoir donc dans un premier temps indiqué que le navire transportait 750 tonnes de gazole, il ne pose aucun risque de pollution dans l'immédiat, a ajouté le ministère selon le communiqué. Les préparatifs qui étaient en cours en vue de pomper le gazole vont cesser. Les autorités vont désormais examiner la possibilité de renflouer et remorquer l'épave dans une phase ultérieure. Je vous propose d'écouter à ce propos le capitaine Mezri Letaïef. Il est chargé des opérations sur le pétrolier Xelo. Nous avons été étonnés de voir que les 4 citernes étaient remplies d'eau de mer. Il n'y a pas une goutte de gasoil. Le navire Xelo, qui a coulé dans le golfe de Gabès, ne représente pas une menace environnementale en ce moment sur le golfe de Gabès. Et cette bavure de l'armée de l'air nigériane qui a coûté la vie à 6 enfants lors d'un raid aérien contre des terroristes dans l'état du nord du Niger. Les 6 enfants, dont 4 appartenant à la même famille, rentrés chez eux après être allés chercher de l'eau. Ils ont donc été touchés par une frappe aérienne qui visait des terroristes. Le gouvernement enquête sur l'incident afin d'en révéler ces circonstances.
L'ex-président guinéen Alpha Condé, qui a dirigé le pays pendant près de 11 ans, est libre de ses mouvements et peut librement recevoir ses proches, annonce faite vendredi soir par les autorités de transition. À leur tête, le colonel Doumbouya, qui rappelle que le président Condé demeurera à l'actuelle résidence de son épouse à Conakry jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de son domicile privé situé à Kipé, dans la banlieue de la capitale. Doumbouya qui rassure également que le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées. Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté vendredi devant plusieurs mosquées du pays en soutien à la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine pour dénoncer les agressions de l'occupant sioniste commises contre les Palestiniens. Ces rassemblements ont eu lieu à l'appel de l'autorité marocaine de soutien aux causes de la nation sous le slogan « Colère pour Al-Aqsa ». Mohamed Amin Aberkan. C'est à l'appel de l'autorité marocaine de soutien aux causes de la nation et sous le slogan « Colère pour Al-Aqsa » que des rassemblements ont eu lieu hier juste après la prière du vendredi, et ce pour condamner les attaques menées par les forces d'occupation sionistes contre les mosquées Al-Aqsa et les agressions dont sont victimes les fidèles palestiniens et les différentes exactions restées impunies. Des centaines de personnes ont manifesté devant les mosquées des villes d'Al-Jadida, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, Mohammedia, Tétouan, Berkane, Taza ou encore Khouribga. Les manifestants ont scandé des slogans condamnant l'agression de l'entité sioniste contre la mosquée Al-Aqsa et les violences commises par ses forces et ses collants contre les fidèles palestiniens qui s'y trouvent. Ils ont dénoncé la normalisation du régime du Marsène avec l'entité sioniste et exigent son renversement et son incrimination. Mercredi dernier, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avait condamné les crimes de l'entité occupante contre la mosquée Al-Aqsa et les Palestiniens qui la défendent, mais aussi la trahison de certains pays arabes envers le peuple palestinien, surtout l'État marocain qui de surcroît préside le comité Al-Quds. Le Front a annoncé qu'il avait décidé de maintenir ouverte la réunion de son secrétariat national pour traiter avec la vigilance requise l'évolution de la situation en Palestine, au milieu des attaques de l'armée d'occupation et des colosses sionistes contre le peuple palestinien, afin de prendre les initiatives de lutte nécessaires. Depuis le début du mois de Ramadan, la mosquée Al-Aqsa a été soumise à une dangereuse escalade, de même que les Palestiniens en général et les habitants d'Al-Quds occupés en particulier. Les forces d'occupation sionistes y ont attaqué la mosquée plusieurs fois et agressé les fidèles qui s'y trouvaient, faisant des blessés et interpellant des Palestiniens pour permettre à des centaines de collants d'y accéder. Et en parlant de Palestine, les détenus administratifs palestiniens poursuivaient ce samedi pour le 113e jour consécutif leur boycott des audiences des tribunaux de l'occupation sioniste en protestation contre la politique de détention illégale, selon l'agence de presse palestinienne Wafa, sous le signe Notre décision et la liberté non à la détention administrative. Les détenus palestiniens ont déclaré que leur décision s'inscrivait dans la continuité des efforts de longue date pour mettre fin à cette procédure sioniste injuste. En Palestine toujours, le passage de Beit Hanoun va être fermé aux travailleurs palestiniens de Gaza par l'armée sioniste à partir de dimanche, et ce jusqu'à nouvel ordre. Selon plusieurs médias, l'armée sioniste qui a imposé jeudi un bouclage de la Cisjordanie occupée et des points de passage dans la bande de Gaza qui est censé se terminer ce samedi soir. En Irak, 2 personnes ont été tuées et 7 autres blessées vendredi dans 2 attaques dans la province orientale irakienne de Diyala. Une bombe a explosé près d'une voiture civile dans un village près de la ville de Khanakin, à environ 165 km au nord-est de la capitale Bagdad, faisant 2 morts et 3 blessés, a affirmé la police provinciale de Diyala. Pendant ce temps, des militants du groupe terroriste Daesh ont lancé une attaque à l'aube contre des avant-postes de l'armée irakienne à l'extérieur d'un autre village près de Khanakin. 4 soldats irakiens ont été blessés au cours de l'affrontement.
Reprise ce samedi dans la capitale irakienne Bagdad du 5e round des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite afin de relancer les relations entre les deux pays selon des médias iraniens. Leïla Guertal. L'Iran et l'Arabie saoudite reprennent langue dans la capitale irakienne Bagdad après avoir été suspendues, c'est-à-dire les négociations, en mars dernier. L'atmosphère positive lors de la récente rencontre a suscité l'espoir d'une reprise des relations bilatérales, a indiqué Nour News, un site gouvernemental iranien. Il est prévu qu'une réunion conjointe entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays se tienne dans un proche avenir, a par ailleurs précisé cette même agence. L'Arabie saoudite et l'Iran ont coupé leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique iranienne à la suite de l'exécution par l'IAD d'un célèbre religieux chiite. Les deux pays constamment en désaccord sur le plan politique, mais aussi sur le dossier du nucléaire, ont cependant exprimé leur volonté de surmonter leurs divergences et d'entreprendre des négociations, celles-ci rendues publiques pour la première fois en avril 2021. Les pourparlers entamés cette semaine constituent alors le 5e round de négociations organisées en Irak, pays frontalier à la fois de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Cette rencontre est le signe apparent du radoucissement des relations entre les deux pays, un rapprochement qui ne se serait pas fait sans les efforts de responsables de haut niveau omanais et irakiens. Ces derniers donc ont joué un rôle considérable et important dans la tenue de ces réunions conjointes entre les représentants de Téhéran et de Riyad. Ce rapprochement tombe à point nommé pour les pays de la région qui subissent à l'instar des autres pays du monde un changement politique et économique dicté par la réelle politique et les reconfigurations que cela implique. Direction l'Europe, 58e jour de la guerre de la Russie en Ukraine. Moscou annonce viser le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass, près de 2 mois après le début des opérations militaires. L'Ukraine qui a obtenu ces derniers jours une aide en armement plus substantielle des Occidentaux continue d'assurer qu'elle peut repousser l'armée russe hors de son sol. Le gouvernement de l'oblast ukrainien de Lugansk, Sergueï Gaïdé, conseille aux habitants de la ville assiégée de Mariupol de partir évacuer s'ils ont la possibilité, ajoutant que la zone est bombardée 24 heures sur 24, mais reste optimiste et invite à se souvenir du retrait des troupes russes des régions de Soumy et de Kiev, affirmant qu'il y aura la même chose dans la région de Lugansk. Ils bombardent tout avec l'artillerie et l'aviation en permanence, 24 heures sur 24. Si vous avez la possibilité, partez, évacuez. Nous travaillons constamment avec l'aide de quelques groupes de volontaires. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les régions de Soumy et de Kiev. Ici aussi, il y aura la même chose dans la région de Lugansk. Nous les chasserons, nous les pousserons complètement hors de notre territoire parce que c'est le nôtre. Et les négociations entre Moscou et Kiev visant à régler le conflit patinent, selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les discussions n'ayant donné lieu à aucune avancée apparente, les propositions russes n'ayant pas eu de réponse jusque-là. Les négociations patinent parce qu'une autre proposition qui tient compte de leurs commentaires reçus précédemment et que nous avons remis aux négociateurs ukrainiens il y a 5 jours reste sans réponse. Il est très étrange pour moi d'entendre chaque jour les déclarations de divers représentants ukrainiens, y compris le président et ses conseillers, qui donnent à penser qu'ils n'ont absolument pas besoin de ces négociations, qu'ils se sont résignés à leur sort. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra la semaine prochaine en Russie. Il sera reçu par Vladimir Poutine. Leur première rencontre depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine, a annoncé le Kremlin vendredi. Une visite programmée suite aux lettres envoyées par Antonio Guterres au président Poutine et à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour leur demander d'être reçus à Moscou et à Kiev. Économie à présent, le FMI détaille les perspectives économiques européennes pour 2022, affirmant que l'impact économique est sévère pour toute l'Europe.
La sécurité énergétique du vieux continent demeure un enjeu de taille pour l'Union européenne. Mohamed Ouali Ben Chaban. La guerre en Ukraine pose de sérieux défis économiques aux pays d'Europe qui doivent impérativement assurer leur sécurité énergétique et gérer la crise des réfugiés ukrainiens. Le conflit russo-ukrainien a enrayé la croissance du vieux continent avec une prévision de croissance de 1,6% cette année contre près de 4% attendu en 2023. La flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires réduit désormais la consommation des ménages et les bénéfices des entreprises, alors que l'incertitude économique est sur le point de freiner les investissements. La guerre rappelle également que l'Europe doit faire davantage pour améliorer la sécurité énergétique, notamment en développant les sources renouvelables et en améliorant l'efficacité. Les économistes du FMI reconnaissent que couper les importations de gaz russe est un casse-tête avec un risque de graves répercussions sur l'activité au cours du second semestre de 2022 et du premier semestre de 2023. L'activité devrait se contracter de 8,5% en Russie et de 35% en Ukraine. Que doivent donc faire les responsables de la politique monétaire et budgétaire ? La guerre est un choc d'offres qui réduit la production économique et augmente les prix. Bien que la guerre en Ukraine ait fortement ralenti la croissance en Europe, le FMI estime que la reprise ne va pas dérailler et que l'économie européenne devrait reprendre au second semestre de cette année. Nous restons en Europe, direction la France, élection présidentielle française. À 24 heures du deuxième tour, le président sortant Emmanuel Macron toujours en avance face à la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Selon les derniers sondages, ce nouveau rendez-vous électoral est marqué par un contexte international particulier lié à la crise en Ukraine. Les détails avec Amine Touta. Ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. J-1 avant l'élection du 12e président de la 5e République, lors du deuxième tour opposant demain le président candidat Emmanuel Macron à la représentante du Rassemblement national Marine Le Pen. Au vu des dernières intentions de vote, le président sortant est crédité à 57% des sondages contre 43% pour Marine Le Pen. Durant la campagne et entre les deux tours, les deux candidats ont sillonné plusieurs départements et villes de France pour tenter de séduire un électorat de plus en plus divisé et indécis. Les soutiens d'Emmanuel Macron appellent à faire barrage à l'extrême droite et constituer un front républicain, un appel qui est devenu fréquent dans le paysage électoral français depuis le scrutin de 2002. Les deux derniers candidats s'opposent sur plusieurs thèmes de campagne, principalement sur l'environnement, l'Europe, le conflit en Ukraine et l'immigration. Français, d'où qu'ils viennent. Marine Le Pen propose un référendum sur l'immigration et en finir avec le droit du sol et suspendre la procédure du regroupement familial qu'elle considère comme un facteur direct de l'immigration massive. Le candidat d'En Marche propose un renforcement des frontières européennes et nationales pour une meilleure maîtrise de l'immigration. Pour la question du pouvoir d'achat, le Rassemblement national a mis l'accent en allant jusqu'à demander la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Le candidat Emmanuel Macron opte pour la revalorisation des pensions et les minima sociaux et la mise en place du chèque alimentaire. Autre sujet qui divise, la réforme des retraites. Le président candidat propose que l'âge de départ à la retraite serait à 64 ou 65 ans. La candidate du Rassemblement national ouvre la retraite à 60 ans. Des divergences et des points d'affrontement sur lesquels plus de 48 millions d'électeurs français vont départager à partir de demain dans un contexte électoral marqué par la chute des partis traditionnels et l'émergence de nouveaux courants politiques. Sport, football, Ligue des champions africaine. Le club algérien de l'Entente de Sétif s'est brillamment qualifié aux demi-finales de la plus prestigieuse des coupes africaines suite à sa victoire sur le score d'un but à 0 face à l'ES Tunis. Retour sur cette soirée inoubliable pour les supporters sétifiens avec Faisal Saleh. L'Entente de Sétif a fait des beaux rêves à Radès. Le titre n'est pas loin. Les coéquipiers de Djahnet ont arraché leur qualification au dernier carré en Tunisie face au club local L'Espérance.
0-0 lors du match aller. Un score piège pour les protégés de Jaidi qui est sorti du cadre lors de la conférence d'avant-match. Un cadre remis à sa place par les Aigles à la 21e minute. Un excellent travail de Ben Ayed qui décale Abdelmoumen Jabou 1-0. Les Aigles sont au-dessus. I fly, I can touch the sky. L'Entente a pratiquement subi le poids du match. Les protégés du coach serbe Darkonovic ont bien résisté. Le nouvel entraîneur des Aigles a mis en place un bloc solide et après la récupération, le jeu est simpliste, très direct. La stratégie, on joue le contre. L'Entente s'est qualifiée grâce à l'homme du match, le gardien Sofiane Khdairi, 0 but encaissé, 2 clean sheets lors des quarts de finale. La prestation de Khdairi était juste immense, remarquable. Pour les demi-finales, l'Entente de Sétif sera confrontée au roi de la compétition Al Ahly, un roi qui a été souvent détrôné par les Aigles. Historiquement, c'est la 3e demi-finale entre l'Ahly et l'Entente. En 1988, la qualification était au faveur des Sétifiens et en 2018, c'est l'Ahly qui l'a remportée. L'Entente garde l'avantage avec une victoire en Supercoupe en 2015. Le match aller aura lieu le 6 mai prochain dans la capitale égyptienne. Le match retour est prévu le 13 mai au stade 5 juillet. Bon vent pour les Aigles. Et pour parler de ce match et de cette victoire, nous rejoint via visioconférence Sofiane Khdairi, le gardien de but de l'AS Sétif, l'un des instigateurs de la victoire sétifienne en terre tunisienne. Bonsoir Sofiane. Oui, bonsoir. Alors, d'abord, félicitations pour votre qualification aux demi-finales de la Champions League. Alors Sofiane, vous avez fait un match tout simplement exceptionnel. C'est un autre visage de l'AS Sétif qu'on a vu hier soir à Rades. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus ? Bah écoutez, nous depuis le début de saison, c'est vrai qu'on passe des moments de turbulence à l'entente et je pense que cette compétition nous a fait le plus grand bien. Et voilà, après, c'est pas tous les jours qu'on joue en quart de finale, on a beaucoup de jeunes joueurs. Et là, cette fois-ci, voilà, tout le monde était au rendez-vous, on a joué avec le cœur, avec les tripes, contre une superbe équipe de l'Espérance. Et on a réussi à s'en sortir et à marquer ce but qui nous a libérés de ce match. Alors, votre adversaire en demi-finale n'est autre qu'Al Ahly d'Égypte. C'est le tenant du titre en tant que joueur le plus expérimenté, on va dire, de cette équipe sétifienne. Vous avez d'ailleurs affronté cette équipe d'Al Ahly à plusieurs reprises. Quel sera, selon vous, le secret pour battre Al Ahly ? Bah, écoutez, on sait que c'est une grande équipe, c'est une très très grande équipe d'Afrique. Nous aussi, on a un grand club, mais voilà, eux, ils ont, je pense, plus d'expérience. Maintenant, je pense qu'il faudra les jouer comme avec Taraji. Faut pas y aller avec la fleur au fusil. Au contraire, faut y aller avec le couteau est sous la gorge. Voilà. Donc, il faudra aller à fond et jouer avec les tripes, avec le cœur. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, voilà, ça reste du football et voilà, que le meilleur gagne. Et Inch'Allah, ça sera tout bon pour nous. Alors Sofiane, nouvel entraîneur pour l'ES Sétif, première sortie africaine et première victoire. Quelles sont vos impressions en tant que joueur de ce nouveau coach ? Ben, déjà, un type qui connaît le football, malgré qu'il ne parle pas français ni arabe, il parle anglais, mais il a ce truc qui fait que ben, on le comprend, quoi. Quand il parle football, on le comprend et c'est très, très important qu'un coach, que quand il puisse parler anglais, chinois ou quoi, mais quand il parle football, ben, tu le comprends. Et je pense que c'est ce que les joueurs ont fait hier. Ils ont écouté un mec qui savait ce qu'il faisait, même avec Reda et le staff technique qu'il y avait avant aussi. Et je pense qu'il y a eu une bonne complémentarité et je pense qu'on pourra bien travailler avec ce nouveau coach. C'est une autre vision du football, c'est une vision plus européenne, on va dire. Donc j'espère qu'il va nous amener encore de belles choses et qu'on ira loin avec ce coach. Très bien, merci beaucoup Sofiane Khdairi d'avoir été en direct avec nous et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance lors des demi-finales. Je vous remercie.
De la culture, à présent de l'art. Pour clore ce journal, notre journaliste Amira Beja vous propose une tournée, une virée dans les nouvelles expositions mondiales de Venise à New York en passant par le Nigeria. On commence par la Biennale de Venise, qui s'est vue ouvrir ses portes pour une avant-première. Cette année, la 59e édition a pour titre « Le lait des rêves ». La conservatrice de l'exposition, Cecilia Alemani, nous parle de sa volonté pour l'équilibre des genres. Je pense qu'au cours des 125 dernières années de l'histoire de la Biennale de Venise, dans les 57 éditions, à l'exception de la dernière, il y a eu une grande prépondérance d'artistes masculins. C'est pourquoi j'ai voulu rééquilibrer l'histoire. À noter que la Biennale d'art de Venise se déroulera jusqu'au 27 novembre 2022. C'est à Lagos, au Niger, qu'on retrouve une autre femme conservatrice d'art. Elle aussi œuvre pour mettre en avant l'art au féminin. Sumi Nwando, créatrice de l'afrofuturisme, une exposition d'art numérique internationale exclusivement féminine, où de nombreux artistes peuvent vendre leurs œuvres d'art sur le marché des NFT, autrement dit, jetons non fongibles. L'espace numérique rend l'exposition afrofuturisme itinérante en Afrique, mais aussi dans le monde. On finit notre tournée d'exposition artistique internationale aux États-Unis. King Pleasure est une exposition consacrée à Jean-Michel Basquiat, l'un des pionniers de la mouvance underground. Plus de 30 ans après sa disparition, Basquiat suscite toujours la fascination de ses spectateurs. Plus de 200 œuvres dans certaines pièces majeures qui n'ont jamais été exposées. La collection d'art personnelle de la famille Basquiat offre une mine d'inspiration aux spectateurs. L'exposition durera jusqu'au début septembre de cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Madame Zienne Zitouli. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.